Voilà, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous accueille à l'Astrac, club d'astronomes amateurs de la côte, qui a un bel observatoire sur le toit du gymnase de Morges. C'est un club qui est ouvert à tout le monde, au grand public, tous les premiers mardis du mois pour venir parler de notre passion de l'astronomie à chacun. Mais aussi, si vous faites partie des membres du club, tous les vendredis, chaque semaine. Voilà, qu'est-ce qu'on y fait? Des conférences, ici notre dernière conférence en novembre 2019, des petites explications aux jeunes et moins jeunes. Ici, on a eu la chance de pouvoir expliquer le Soleil à un prix Nobel, Monsieur Michel Mayor. On fait bien sûr de la photo et plein de petites choses, des cours un petit peu plus puissants, le Astrac Plus et d'autres choses. Donc vous nous trouvez sur Facebook, vous nous trouvez sur Internet. Renseignez-vous et venez. Aujourd'hui, nous y sommes car nous avons la chance de pouvoir participer à la conférence qui a été donnée tout récemment par monsieur Jean-Marc Lugrin, qui fait partie du club et qui est un passionné d'astronomie bien sûr, mais surtout aussi d'astrophotographie. Il va partager un petit peu ses connaissances aujourd'hui avec vous. On parle ici de photographie du ciel profond, déjà bien spécialisé. Néanmoins, voilà ce qu'il nous en raconte. Alors, bonjour Jean-Marc, c'est toi qui vas nous parler d'astrophotographie. Oui, assez rapidement. Nous allons présenter donc un petit peu les expériences que nous avons eues à l'Astrac entre différents membres et aussi quelques expériences personnelles depuis 2008-2009 environ. Donc, ça fait 10 ans que tu fais, 12 ans que tu fais de la grosse astrophotographie du ciel profond, c'est ça? Alors, de la grosse, je ne dirais pas jusque-là, parce que c'est quand même un peu à temps partiel, et nous travaillons en partie en travaillant à l'Astrac, en faisant des photographies depuis l'Astrac. Là, on se contente d'un matériel qui est très bien, mais on ne peut faire que des pauses relativement courtes de quelques heures parce qu'on est sur le toit du gymnase, on ne peut pas mettre en automatique, on ne peut y aller que certaines nuits. Mais par contre, ça nous a permis d'avoir une très bonne expérience qui ensuite m'a permis d'accéder à des télescopes à distance et d'apprendre un petit peu plus. Bah, magnifique, on se réjouit. Donc, merci beaucoup. Puis peut-être qu'on va attirer quelques jeunes à l'astro et à l'astrophotographie. Merci, monsieur. Ben, avec plaisir, merci. Alors, je vais faire une petite présentation sur ce qu'on a fait comme astrophotographie dans notre club. D'abord, on a eu quelques expériences personnelles. On a commencé vers 2008, en fait. 2009, c'était l'année de Galilée, sauf erreur, ou c'était bref, et jusqu'à ces éléments récents. D'abord, une chose, alors ça, j'aime pas parce que là, ah, voilà. Donc, on a depuis le début, comment dirais-je, j'ai juste un petit problème parce que je n'ai pas la même page des deux côtés. Alors, je vais essayer d'avancer, voir ce que ça donne. Bon, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait des images d'astronomiques? En fait, de tout temps, les gens ont aimé faire des images. Et on a déjà des représentations de Lascaux, etc., ce qui fait que les gens aimaient faire passer leurs ressentis, leurs émotions d'une manière ou d'une autre. Évidemment, les images astronomiques, c'est un petit peu plus tard, mais on a des représentations du ciel qui remontent à la plus haute antiquité. Donc déjà, le disque de Nebra qui date de 1600 avant Jésus-Christ, donc, qui représente en principe, on suppose, le Soleil, la Lune et les Pléiades. Évidemment, on n'a pas une certitude complète, il n'y a pas de textes qui vont avec. Mais ça a encore un petit peu changé avec Galilée. C'est le début des observations un peu systématiques où des dessins ont été faits. Lorsque Galilée commençait à regarder le ciel, Jupiter, etc., il a commencé à faire des dessins, ce qui lui a permis, par exemple, de voir la position de Jupiter et la position des satellites autour dans les différents jours. Et en prenant ces notes, il a constaté que ce qu'il croyait d'abord être des étoiles proches de Jupiter étaient en fait des satellites qui tournaient autour. D'où l'importance déjà de représenter le ciel.
C'était le début, si on veut, de l'utilisation du dessin à des points scientifiques. Mais pendant de nombreuses années, ensuite, à partir de 1840, où la photographie argentique a été inventée, dès le départ, ils ont essayé de prendre des images du ciel, ça ne marchait pas tellement, mais à partir de 1880, la photographie argentique était suffisamment sensible et développée pour pouvoir prendre des images du ciel. Alors, pour les jeunes qui n'ont pas connu ça, donc il fallait s'amuser à prendre une seule photo avec une longue pause, une pause là de 9 minutes dans le cas précis. Pendant les 9 minutes, il fallait que le télescope suive exactement le mouvement des étoiles. Donc, il fallait bien s'amuser à la main à faire suivre ces étoiles. C'était assez intéressant, je pense. Évidemment, il y avait un petit peu moins d'avions dans le ciel que maintenant, mais malgré tout, on voit qu'il y a une trace d'avion qui passait là au milieu. Ça gêne un peu. Évidemment, après, il fallait envoyer le film. 15 jours après, il venait, puis on voyait qu'il a été sous-exposé, surexposé ou quoi que ce soit. Alors, je ne m'en suis pas amusé. J'ai repris des images d'un ami qui a fait ça, qui m'a permis de donner son image. Là, nous avons une petite galaxie M31. Alors, c'est quand même assez impressionnant si on connaît les moyens de l'époque, mais évidemment, ce n'est plus tout à fait à la hauteur de ce qu'on veut faire maintenant. Mais c'était une partie très importante parce que dès qu'ils ont réussi à faire professionnellement, disons, des plaques de bonne qualité, il était possible ensuite d'analyser les images tranquillement, de remesurer la position des étoiles au chaud ensuite sur la plaque photographique et de faire les premiers catalogues. Ensuite, pendant fort longtemps, bon, c'était utilisé fort longtemps, et ensuite les CCD, les caméras CCD ont été inventées, et en fait, elles ont été utilisées d'abord par des scientifiques pour faire de l'astronomie et pour faire d'autres expériences scientifiques. Des caméras très chères, très difficiles à atteindre. Jusqu'au développement, après, des caméras, des premières webcams, des toutes petites caméras digitales. Et ces caméras digitales étaient au départ relativement bon marché, et on les bricolait. Vous voyez en haut à droite, vous avez une caméra, je pense aussi à votre droite. Vous avez une caméra à 30 francs sur laquelle on a bricolé un adaptateur et on commence à faire quelques images avec ce type de caméra. C'était utilisé essentiellement pour prendre des images de la Lune et des planètes. Pourquoi? La Lune et les planètes sont très lumineuses par rapport au reste du ciel. Donc, on ne doit pas faire des longues pauses. Ensuite, en particulier, les planètes sont très petites. Donc, on n'a pas besoin d'un très, très grand capteur pour prendre une planète. De toute façon, on n'a que quelques pixels dessus. Et ensuite, on a encore une possibilité supplémentaire, c'est que là, on voit la planète, etc. C'est que plutôt que de prendre une image pendant un certain temps, avec ces webcams, on prenait un film. On prend un film de 2 minutes environ. En 2 minutes, la Lune n'a pas trop bougé dans le ciel. En 2 minutes, Jupiter n'a pas trop tourné sur lui-même. Et donc, on peut ensuite mettre ces images ensemble, l'une sur l'autre, avec un programme d'ordinateur. Et ça permet d'améliorer beaucoup l'image. Alors là, c'est compris avec ces webcams amateurs. Il existe maintenant, comme j'ai montré avant, vous aviez vu dessous, il existe des caméras de planétaires faites exprès pour, mais qui restent relativement bon marché pour ce type de caméra. Donc, un film comprend, par exemple, 1000 images, comme les images, vous voyez, un petit peu violettes par là. Mais ces images, si vous avez regardé la Lune le soir, vraiment avec un télescope, vous voyez que la Lune tremble par endroits, un peu sur les bords, à cause de l'atmosphère, des mouvements de l'atmosphère. Et donc, chaque image n'est pas très nette. Mais très souvent, il y a un bout de l'image qui est net et pas un autre bout. Alors, on le voit un petit peu, là, si on sait où regarder. Et le programme arrive à mettre ensemble les bouts d'image nettes pour faire une image plus grande, plus nette, et aussi à augmenter un petit peu, avec des traitements mathématiques, augmenter la représentation de l'image. Alors là, c'est encore pas vraiment fantastique, c'est les essais qu'on a fait, mais c'était quand même pour dire qu'on a pris une caméra à 30 francs qu'on a mis sur notre télescope. C'était un très grand plaisir en 2009, 2008, 2008 dans le cas précis. Cette image est prise avec le télescope de 3,50 m et cette webcam bricolée. Donc ça, c'était les premiers débuts que tout le monde pouvait faire. Ensuite, il a commencé à venir des appareils photo numériques comme on les connaît maintenant, à un prix à peu près abordable. Il fallait quand même des appareils avec un objectif interchangeable, qu'on puisse le connecter sur le télescope, qu'on puisse l'adapter au télescope.
On remplace donc l'oculaire par l'appareil photo. Et là, on pourrait prendre des photos avec des beaucoup plus grands capteurs. Donc là, on peut prendre la Lune en entier, ce qu'on ne peut pas du tout faire avec la caméra CCD. En plus, on a une très bonne définition. Le mécanisme est totalement différent. Comme les appareils sont sensibles, aussi qu'ils ont un bon capteur, plutôt que de prendre un film, on prend une seule photo et on la prend peut-être en 1/1000 de seconde ou même plus rapidement. De cette façon-là, on n'a pas les perturbations du ciel. On n'a pas trop de perturbations du ciel. Et ça nous donne quelque chose comme ça, vu en grand, avec un petit peu de traitement. Donc, ça donne quand même des images très jolies avec juste un appareil photo numérique. C'est un Canon 350 à l'époque, qui était très utilisé pour la photographie. Alors, je ne sais pas très bien comment ça donne sur les écrans, parce que c'est clair, la transmission par vidéo, moi, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui viennent avec des points blancs, c'est un peu moins bon que l'image originale, hein, quand même. Mais ça reste quand même très impressionnant en prenant une photo rapidement. Évidemment, ensuite, numériquement, on bouge le... Ah, il y a des choses dans le chat. Alors maintenant, c'est le grand truc. Comment est-ce qu'on fait pour aller dans le chat? Ah, j'ai trouvé. Ah, d'accord. Et puis, oui, c'est ma première présentation par Zoom, donc j'apprends aussi. Évidemment, il fallait se mettre dans un petit peu au froid. C'est comme ça qu'on met l'appareil donc à la place de l'oculaire. Et les appareils photo de l'époque, on ne peut pas directement voir en live view qu'est-ce qu'il y avait. Donc, il fallait prendre un certain temps pour faire la mise au point. Il fallait prendre une photo, ça prend 2 minutes pour la charger. On bouge un peu la mise au point, on recommence à 3, 4, 5, 6 fois et tout fonctionne. L'ennui avec notre coupole, d'ailleurs, il y a presque tout qui est automatique, sauf la rotation de la coupole hein, qu'on voyait sur mon image avant. Et donc, on doit quand même rester dans la coupole au froid pour la tourner toutes les 3 minutes. C'est un peu casse-pied. Donc, on a pu faire plusieurs photos avec ces APN. Mais les APN ont l'avantage par rapport à une webcam, c'est ils sont assez sensibles, assez bonne qualité. On peut aussi prendre des photos de relativement longues pauses. Donc, on fait des pauses de là, je pense que c'était, je sais pas, 30 secondes ou 1 minute. Et on en fait une dizaine et ensuite, on les accumule l'une sur l'autre. Et en faisant ça, on arrive à augmenter la qualité du ciel. On voit très bien que par rapport à une photo argentique, on a quelque chose de bien meilleur. On a le fameux NGC 457, donc c'est la amas du hibou. C'est le hibou ou la chouette? Je ne sais jamais. Bon, peu importe. On voit les 2 yeux. On devine un peu les ailes, un petit peu. Ouais. Donc ça, c'était pris très rapidement avec juste quelques photos de quelques dizaines de secondes, de nouveau sur le même télescope de 3,50 m de focale. Donc là, c'était assez intéressant, mais ça a aussi une certaine limitation. D'abord, ce que je veux aussi quand même souligner, c'est que là, j'ai montré les photos finales. Mais en réalité, quand on prend une photo, la photo individuelle, là, c'est une photo de galaxie, eh bien, elle est beaucoup, beaucoup plus mauvaise. Quand on prend une seule photo, on a cet espoir de truc où l'image est très, très, très sombre au milieu. La raison, c'est qu'on prend des éléments qui sont sombres et qui sont presque à la luminosité du ciel, surtout si le ciel est un petit peu brumeux. Ah bon, alors là, ça va presque pas du tout, mais disons, s'il y a un petit peu de lune ou n'importe quoi, on est vraiment très vite à la même luminosité entre le fond du ciel et l'objet. Et comme on va vraiment regarder, et d'un autre côté, les étoiles, elles sont un peu plus brillantes, mais on ne veut pas qu'elles brûlent l'image. Donc, on ne peut pas non plus faire des poses trop longues, selon l'objectif, selon le type d'objet qu'on visionne, qu'on veut photographier plutôt. Donc, on a aussi des effets, des artefacts dus au fait que, par exemple, les bords sont plus sombres que le centre. Et donc, on accumule plusieurs de ces images, plusieurs traitements qui se font. En pratique, ça prend facilement une demi-journée à une journée, voire un week-end pour traiter ça sur l'ordinateur. Alors, ça ne se traite pas, on ne va pas rajouter des points et des étoiles pour faire joli, c'est un peu plus mathématique. Et là, on voit un traitement d'une image vraiment élémentaire, elle est agrandie. C'est le centre qu'on avait ici. Donc, les 2 mêmes images. On reconnaît d'ailleurs les 2, 3 étoiles qui sont au-dessus à gauche de la galaxie et qui sont ici. Donc, on voit qu'avec un petit peu de traitement, on arrive à bien améliorer les images. Donc, le traitement fait partie de la photographie dans le cas précis.
Mais on a pu, grâce aussi avec cette caméra CCD, prendre des objets très intéressants. Par exemple, comme on a un télescope de 3,50 m de diamètre, on prend des objets très petits. Là, il s'agit d'une nébuleuse, donc la nébuleuse de l'Esquimau, la nébuleuse planétaire qui n'a rien à voir avec les planètes, hein, si jamais. C'est donc toujours un nuage de gaz qui est éclairé par le reste d'une étoile qui a explosé. L'étoile éjectée de nuages de gaz. La grandeur fait plusieurs fois le système solaire. Ce gaz n'est pas lumineux en tant que tel du tout, mais il est éclairé par l'étoile centrale, exactement comme les phares d'une voiture éclairent le brouillard. Et on voit que l'objet est très petit, 0,7 minutes, c'est-à-dire 42 fois plus petit que la Lune. C'est donc vraiment très petit, on doit énormément agrandir. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on a pu faire avec cet appareil photo. Les images qui sont faites par cet appareil photo, qui sont des appareils photo normalement grand public, mais adaptés pour l'astronomie, sont des images couleurs directement. Alors on doit traiter, ajuster les couleurs, sinon on a le bel effet rouge qu'on a vu tout à l'heure. Une autre chose intéressante, c'est une comète. On a eu la chance d'avoir une comète à cette époque, je dois être aussi 2009 ou 2010, et prendre une photo de comète est assez intéressant. On veut de nouveau faire plusieurs poses. L'ennui, c'est qu'une comète s'avance vite. Alors, ça n'a pas l'air si on regarde dans le ciel, mais par rapport aux étoiles du fond du ciel, si on prend des images à quelques minutes de différence, les étoiles ne sont plus au même endroit par rapport à la comète, ou la comète par rapport aux étoiles plus précisément. Donc, soit on suit la comète, mais on a des traits pour les étoiles, soit on fixe les étoiles, mais on a une comète floue. Bon, quand c'est pas trop long, ça va, parce qu'une comète floue, ça ressemble à une comète. Hein. Mais en pratique, ce qu'on triche un peu, c'est-à-dire qu'on prend les photos des étoiles, on prend les photos de la comète, on fait les deux séparément, puis on rassemble tout ça ensemble pour donner l'impression que les étoiles sont à un seul point. C'est souvent une chose qui est nécessaire parce que ce ne serait pas du tout naturel de voir un ensemble de traits à la place des étoiles. Étape suivante. Alors, cet appareil photo était très intéressant, mais il a aussi quelques limitations. Aussi bien dans les temps de pause, il n'est pas vraiment fait pour faire de l'astronomie, il a été modifié un petit peu. Donc ensuite, on a acheté une caméra pour faire ce qu'on appelle le ciel profond, donc les nébuleuses, galaxies, etc. Et cette caméra est une caméra CCD faite uniquement pour l'astronomie. On ne peut pas prendre de photos autrement. En fait, il n'y a même pas d'objectif. On la branche directement à la place des oculaires du télescope. Ce qu'elles ont en particulier, c'est que elles sont liées à des programmes qui permettent de les contrôler pour faire de l'astronomie, pour faire des séries de photos automatiquement. Et aussi, elles sont refroidies à moins 20 ou moins 30 degrés, enfin uniquement le capteur. Parce que lorsqu'on fait des longues pauses, les caméras ne restent pas entièrement noires au fond. Les pixels ne sont pas tous égaux. Il y en a quelqu'un qui sont un peu brillants de temps en temps et ça donne des petits points blancs. C'est embêtant parce qu'on fait des étoiles gratuites supplémentaires mais qui sont dans aucun catalogue. Et pour limiter cet effet-là, une des choses qui est faite, c'est qu'on refroidit le capteur, vu que cet effet dépend de la chaleur. Il y a autres choses qu'il faut faire pour compenser les défauts de la caméra. Mais ces caméras aussi, elles ne sont pas du tout en couleur, elles sont en noir et blanc. Donc devant, là je n'ai pas sur l'image, mais on a une roue à filtre, et donc on prend une photo en rouge, une en vert, une en bleu, enfin plutôt d'ailleurs 10 en vert, 10 en bleu, 10 en rouge, plus encore des noirs blancs qui sont plus sensibles, et on assemble toutes pour obtenir, ici, on a Orion. Là, ce n'était même pas de très longues pauses. Hein. Je pense que c'était quelques pauses de 30 secondes à 1 minute, peut-être une dizaine de chaque couleur. Donc, on arrive quand même à des résultats assez intéressants assez facilement. Alors ça a toujours été pris avec notre télescope. Maintenant, il y a encore d'autres possibilités de prendre des images. Nous avons vu jusqu'à présent comment ça se faisait avec l'argentique. Nous avons vu avec les caméras quand on fait soi-même sur son télescope. Il y a de nouveaux télescopes qui apparaissent et avec la diminution du prix de l'électronique et les CCD, les meilleurs CCD, les télescopes peuvent prendre des images quasiment automatiquement. Vous posez votre télescope, vous lui dites ce que vous voulez prendre comme image et il fait presque tout seul. Bon, il y a quand même quelques réglages à faire parce qu'on voit que l'image n'est pas très nette. Alors ça, c'est Hamza, un membre du club qui s'est acheté ce télescope. Alors c'est quand même 3 000 € quelque chose.
et qui a pris une photo, mais il vient de commencer, c'est la semaine passée. C'est la troisième photo qu'il a prise. Donc, on voit que ça ne va pas très net. On va regarder qu'est-ce que ça donne comme qualité. Mais ça prend quand même quelques minutes. Ça prend plusieurs photos, ça les assemble automatiquement et ensuite, on peut regarder ça. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça pourrait être assez intéressant pour les gens qui font, par exemple, qui veulent suivre des endroits du ciel pour voir s'il y a de nouveaux astéroïdes qui arrivent ou des choses semblables à voir dans la pratique. Maintenant, étape suivante, c'est que c'est joli. Vous avez vu ces grands télescopes, pour ceux qui connaissent la coupole, ils sont toujours commandés par ordinateur. Les prises de vue sont aussi commandées par ordinateur. On n'est plus devant en train de devoir tourner la roue pour suivre les étoiles. Du moment que c'est commandé par ordinateur, on peut très bien le faire à distance, par Internet. Et donc, il y a des compagnies qui ont créé des fermes de télescopes. Donc, des endroits, il y a une demi-douzaine, une douzaine de télescopes. Et ils gèrent ça et on peut louer du temps sur ces télescopes. Et on les commande à distance, comme on était chez soi. En fait, c'est encore un peu plus avancé parce qu'on peut aussi programmer la prise de vue. Mais donc, tout peut se faire à peu près à distance, automatiquement. Évidemment, il y a une personne sur place parce que de temps en temps, il y a un câble qui se coince, il y a quelque chose qui n'est pas bien ouvert, etc., etc. Donc, ça permet d'accéder à des télescopes de très, très bonne qualité. Et évidemment, ils ont été placés dans des endroits pratiques. Par exemple, il y en a aux États-Unis, en Espagne, Australie, Chili. Et ils sont plutôt dans des déserts. Ils sont souvent proches des observatoires parce qu'on aimerait un beau ciel où ils ont mis des observatoires. Et d'autre part, ils ont besoin de liaison. C'est bien beau d'être dans le désert, mais on veut avoir Internet avec la fibre optique et puis l'électricité. Donc, il faut qu'ils soient près d'installations qui ont ce genre de facilité. Là, c'est un exemple de cet après-midi que j'ai rajouté. Par exemple, on peut voir au Nouveau-Mexique, il y a une série, il y a 6 télescopes, 2 qui sont disponibles, 4 qui sont réservés. Et on voit une vue du ciel du Nouveau-Mexique. Donc, on voit par miracle, il était beau cet après-midi. Parce qu'il faut quand même savoir que ces derniers jours, il faisait beau ici, mais il y avait des nuages dans les 3 déserts où je peux louer des télescopes quand même. C'est pas de chance. Alors, ça arrive aussi. Donc, mais d'habitude, quand les ciels sont beaux, ils sont vraiment très, très beaux. Donc, on a de meilleurs télescopes, enfin, de bons télescopes. Ils ne sont pas forcément meilleurs que celui qu'on a. On a une meilleure caméra, par contre. Ce sont des caméras relativement chères. Et on a surtout un ciel qui est bien meilleur. Les 3 ensemble permettent de faire des photos très intéressantes. Comment ça se fait? En fait, pour préparer ces photos, il y a un site qui peut intéresser les gens, qui est Telescopius. On peut l'utiliser aussi soi-même et qui permet de savoir qu'est-ce qu'on veut regarder dans le ciel. Alors, on choisit l'endroit où on est. Là, j'ai choisi l'Australie. On peut donner des caractéristiques du télescope. On peut aussi dire qu'on veut le voir à l'œil nu ou avec des jumelles. On peut dire le type d'objet qu'on veut regarder. Là, c'est sur des galaxies, évidemment la date, tout ce qu'on veut. Et ça fournit une foule de renseignements pratiques. On voit déjà les heures du coucher de soleil, on peut savoir si c'est la Lune et tout ça. Mais surtout sur les objets qui sont proposés, ils montrent à quelle hauteur il est dans le ciel au cours de la nuit. Donc, on a ce qu'on appelle une night bar. Parce qu'évidemment, quand on veut prendre des photos, on veut que l'objet soit haut dans le ciel. Sinon, on a les perturbations atmosphériques qui sont beaucoup plus grandes. Donc là, on voit très bien que ces 3 objets, ils sont hauts dans le ciel autour de minuit. Donc, on peut prendre la photo depuis 10 heures le soir à 2 heures du matin en pratique. On a aussi la même chose, mais pour ce qu'on appelle la Yerbar, c'est de voir sur une année à quelle hauteur au maximum l'objet est dans le ciel. Et ça, c'est assez important parce que si par hasard on veut prendre un objet dans le ciel, on va le voir à la période de l'année le plus haut. Et surtout, on veut être sûr qu'il soit encore assez haut dans le ciel les 2 ou 3 mois prochains. Parce que lorsqu'on prend une photo, lorsqu'on veut prendre ces photos, typiquement, c'est des séances de 1 heure, 2 heures. On peut difficilement faire plus long. Je fais du moins des séances de 1h30. Il en faut une pour le noir-blanc, à peu près une pour chaque couleur. Et généralement encore une parce que pour rattraper les photos qui ont été ratées. Parce que lorsqu'on fait 12 photos, il y en a toujours 1 ou 2 qui a eu un problème, où il n'est pas bien cadré, le télescope n'a pas bien suivi, etc. Et si par hasard, après 2 ou 3 nuits, il fait vilain, qu'on ne peut pas terminer la photo, on doit attendre. Et des fois, on doit attendre 1 mois parce qu'on ne veut pas que la Lune soit trop haute ou parce qu'on n'a pas le temps de le faire. Donc, si par hasard, c'était les derniers jours où on pouvait le faire dans l'année, on doit attendre 1 année pour pouvoir reprendre l'objet. Donc, c'est quand même assez pratique de penser à ce genre de détails
on apprend avec l'expérience quelque part. Parce que c'est déjà retrouvé avec le rouge et le vert et puis on faire le bleu l'année d'après. Sauf que l'année d'après, il n'y avait plus le même télescope. Alors, quels sont les résultats avec tout ça? Ça, c'est une photo que j'ai prise en 2018 et que j'ai terminée en 2020, en fait. C'est SH2, c'est Sharpless, c'est un catalogue d'objets, de nébuleuses de gaz, d'objets gazeux qui sont dans la galaxie, qui sont dans le plan de la galaxie. C'est pris en Australie parce qu'en fait, la plus grande partie de la galaxie est mieux visible, donc la Voie lactée est visible depuis l'Australie. Tout le centre de la Voie lactée est dans le Sagittaire et c'est beaucoup plus souvent visible depuis l'Australie que depuis chez nous, c'est très bas sur l'horizon. Et on a aussi M6, donc de temps en temps, vu qu'il y a un nom Messier, ceci apparaît dans le nord, mais jamais très élevé. On voit assez bien les différences. Donc, il existe aussi des programmes qui permettent d'identifier automatiquement les objets qu'on a photographiés. On donne à peu près l'histoire et il va retrouver dans les cartes. Et comme ceci, ça permet d'être sûr qu'on a bien fait ce qu'on a photographié, de mettre les étiquettes. C'est pratiquement entièrement automatique, cet aspect-là. Pour donner un ordre de grandeur, donc il y a eu 13 images noir-blanc, 31 images entre rouge, vert et bleu, avec des pauses de 5 minutes qui ont ensuite été traitées et assemblées pour le résultat suivant. Alors, le traitement des couleurs est toujours très débattable parce que les couleurs sont toujours renforcées. Si on mettait des couleurs du ciel, il n'y a pas vraiment de couleurs naturelles parce que les couleurs naturelles, ben, vous regardez le ciel, puis voilà, c'est pas très coloré. Alors, on les pousse. Alors, combien est-ce qu'on veut les pousser? Là, elles sont assez poussées. Des gens qui les font plus, des moins. Je trouve maintenant, il y en a un peu, beaucoup peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tous ces étoiles bleues qui sont donc des étoiles beaucoup plus jeunes. C'est vraiment un amas d'étoiles précises par rapport aux autres étoiles, des étoiles rouges qui ne sont pas du tout partie de ce groupe-là. L'étoile rouge qui est ici ne fait probablement pas partie de cet amas qui est là. Ici, un autre petit amas d'étoiles bleues. Et ça, c'est des nuages de gaz. Et le rouge foncé, c'est essentiellement de l'hydrogène. C'est de l'hydrogène. Après, quand on a d'autres éléments, ça peut être du soufre, ça peut essentiellement d'oxygène, ça change un petit peu la couleur. Alors, justement, pour traiter ces images, ça se fait avec un programme, j'utilise PixInsight, là c'est juste un print screen, donc on prend la partie noir-blanc, on va regarder dans les détails des couleurs, on rajoute des filtres, on s'amuse comme ça pendant un bon moment, jusqu'à ce qu'on ait réussi à créer une image qui nous plaise. C'est même un certain temps. Donc, le programme s'appelle PixInsight. Lui, c'est un programme payant. Il y en a 2 ou 3 de ces programmes. C'est des programmes vraiment faits pour du traitement de photographie astronomique. Utiliser Photoshop serait très difficile parce qu'il n'y a pas les fonctions qui sont toujours pratiques, en tout cas pour la première partie. Alors, je pourrais répondre ensuite aux questions par la suite, éventuellement, c'est ça, le nom du programme et tout ça. Alors, je montre juste quelques photos pour plaisir que j'ai fait encore avec un peu les mêmes instruments. C'est M16 en 2016. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à lire mes notes sur mon... Je ne vois pas les notes sur mon truc. Peut-être que j'arriverai parce que j'avais pris des tas de notes exprès pour préparer la présentation et ça a disparu coréen. Est-ce que c'est ça? M16, M15. Pourquoi j'ai mis M16? Ah, c'est bête, j'ai mis M16 là, puis M15 dans le sous-titre. Je ne sais pas lequel des deux c'est. Bon, je vérifie ça. Ensuite, on va passer... Ah, ça va être M16, ceci. Ici, on a M15. Oui, d'accord. Donc, un amas globulaire. Là, il a fallu relativement peu de photos, en fait. Il y a 5 poses de 5 minutes. Ça, c'était fait depuis l'Espagne. Avec une caméra, avec un télescope qui est à peu près comme le FSQ 106. Donc, c'est une lunette relativement simple, parce que c'est un objet très lumineux. Et donc, il est assez facile à prendre. C'est presque comme on le voit à l'œil dans le télescope. Enfin, pas tout à fait quand même. Et une galaxie. Qui c'est qui reconnaît la galaxie? En fait, c'est M33. 10 pauses de 5 minutes faites en Espagne en 2014, à distance. Hein, donc, je ne suis pas allé voir en Espagne, ils ont un coronavirus là-bas, c'est pas bon. Donc là, la galaxie est évidemment, ensuite on verra comment est-ce qu'on en fait en couleur, mais on voit très bien les bras de la galaxie, ce qu'on ne voit pas du tout quand on regarde avec l'œil dans un télescope. On n'arrive pas à faire une longue pause. On voit aussi qu'il y a dans cette galaxie, qu'il y a des amas. Donc c'est quand même assez fin.
Alors, il y a encore d'autres façons de faire des images à distance. Une dernière, encore juste une image ou deux. Il y a exactement aussi des associations. En particulier, il y a Astro Image Processing en France. C'est une association d'astronomes amateurs qui prennent des photographies. Je crois qu'il y a à peu près 200 membres. C'est vraiment bon marché. Je crois que c'est 15 € par année. Et parfois, on a fait des concours. Je ne sais pas s'ils en font encore cette année. Je n'ai pas été regardé. Il me semble pas, mais c'est-à-dire que là, comme ça coûte assez cher de louer un télescope, on parle de données de l'ordre de 100 francs de l'heure quand même. Donc, quand on fait quelques nuits d'1 heure et demie, ça commence à coûter assez cher. Là, on se met ensemble et ils louent un très bon télescope. Et ensuite, une personne prend les images de base. Après, chacun reçoit ces images et fait son propre traitement. Donc, on se partage les coûts du télescope. Et je dois en avoir une ici. Voilà, ça c'est une galaxie prise dans le cas précis, c'était pris depuis le Nouveau-Mexique. Sauf erreur, je l'ai en grand aussi. Et c'est évidemment très plaisant quand on peut les faire en couleur, mais ça demande beaucoup de travail. On voit très bien les étoiles bleues sur la périphérie. Donc, c'est les nouvelles étoiles naissent sur les bords, dans les bras des galaxies spirales. Au centre, on a les étoiles plus anciennes, les étoiles jaunes. Ensuite, ici, on a des amas ou probablement des amas d'étoiles. Enfin, on en a ici, ces trucs rouges ici. Ou alors des choses comme la nébuleuse d'Orion, ce genre de trucs-là. Et ensuite, on peut aussi voir jusqu'où va exactement la galaxie. De temps en temps, selon le type de galaxie, il y a des filets d'étoiles qui vont extrêmement loin ou de gaz qui vont extrêmement loin. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire avec des images à distance. J'en ai aussi quelques-unes, peut-être pas aussi bien que j'ai faites avec des télescopes à distance. Et je crois qu'on est un petit peu au bout. Donc, on sait, avec une petite caméra planétaire qui n'est pas très chère, on peut quand même faire des choses très intéressantes sur la Lune ou sur les planètes. Alors, l'intérêt, c'est que ça peut se faire même dans des conditions de luminosité qui ne sont pas très, très bonnes. Peut-être pas franchement en pleine ville, mais comme c'est déjà très contrasté, ça fonctionne assez bien. Et ensuite, il y a plein de choses supplémentaires qu'on n'a pas fait. Là, j'ai pris quelques photographies. On a fait quelques essais de spectrographie, assez simple. Donc, on avait fait quelques essais de spectrographie. À la vallée de Joux, ils ont fait des mesures d'occultation d'étoiles, également avec une caméra, c'est de voir la diminution de la luminosité. Ils l'ont fait avec une exoplanète, d'ailleurs, ils ont un plus grand télescope quand même, 60 cm. Mais on peut aussi faire des mesures d'occultation lorsqu'ils passent des astéroïdes qui passent devant une étoile. C'est aussi ce genre de choses qui se font. Et les gens qui font de l'astrométrie, c'est-à-dire qui mesurent la variation de luminosité des étoiles. Donc, on peut faire des aspects plus scientifiques que simplement de belles images. Et évidemment, on fait un petit peu de pub quand on présente ça. Et ça va être la fin. Donc, Et voilà, voilà. Donc aujourd'hui, on était avec Monsieur Jean-Marc Lugrand, passionné d'astronomie, passionné d'astrophotographie, qui nous a expliqué un petit peu comment il en est venu à faire tout cela, quelles sont les techniques qui lui permettent d'obtenir ces si belles images de galaxies à partir des télescopes, même parfois lointains, comme vous avez pu le comprendre. N'hésitez pas à revenir au contact pour vous renseigner plus avant. D'aller consulter la page Facebook de l'Astrac, la page internet de l'Astrac, astrac.ch. C'est avec plaisir qu'on vous y accueille tous les premiers mardis du mois en soirée pour découvrir un peu le ciel et notre club, ou alors en tant que membre, ce serait magnifique. Bonne soirée, gardez le sourire, gardez des étoiles plein les yeux et à tout bientôt.